Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, votre rendez-vous quotidien fait de musique, de conversation et aujourd'hui d'interrogations bien plus profondes que les questions que je m'efforce parfois péniblement de libeller. Celles soulevées par une formidable série aussi sensible que drôle, Le sens des choses imaginé par celui qui me fait face. Scénariste, Problemos, Le Brio, Le Poulain, Dipan, qui lui vaut d'être palmé à Cannes, ça aussi n'est qu'une infime partie de sa contribution au cinéma français. Pour les séries, il a écrit La meilleure version de moi-même, de et avec Blanche Gardin, Zorro, créé l'immense Parlement, la fiction, toujours pas le bâtiment. Il a réalisé l'année dernière un formidable premier long métrage. Oui, ça fait 2 fois cet adjectif, ce qui prouve que l'écriture, c'est un métier. Le dernier des Juifs, tel était le titre. Et il vient nous parler de Ce sens des choses, une série co-créée avec Benjamin Charbit, réalisée par Keren Ben Raphaël sur Max dès aujourd'hui. Bonjour Noé Debré. Bonjour. Et merci de passer par ce studio. Avec plaisir. Est-ce qu'on dit showrunner pour Le sens des choses ou est-ce que tu préfères créateur, c'est plus mystique? Ouais, j'aime bien le côté mystique. Ouais, showrunner, je m'y fais pas. D'abord, j'aime pas du tout les anglicismes. Et puis, il y a une mystique du showrunner dont je me sens un peu éloigné. Créateur, en même temps, il y a un truc un peu... Ouais, c'est vrai. Non, c'est pire, en fait. On n'a pas craqué le truc. Chef de série. Chef, chef, inspecteur. Non, je sais pas. Après, moi, j'aime bien ce qui me plaît dans l'expérience de la série, c'est le côté collégial. Ouais. Donc, c'est travailler avec les réalisateurs, les réalisatrices, mes co-auteurs et co-autrices, etc. Et je trouve, cette espèce de fixation sur de désigner le chef, me pèse un peu. Un exercice démocratique. Donc, on va évidemment parler de cette série très librement adaptée de Vivre avec nos morts de Delphine Orviller, de l'ultime saison de Parlement, bref, de ton œuvre. Mais avant, la question rituelle de cette émission, quelle place prend la musique dans ton quotidien ? J'en écoute beaucoup et très mal, parce que j'écoute en travaillant. Mais je crois que j'ai entendu Xavier Lacaille dire exactement la même chose à ce micro, donc ça, je suis un peu embarrassé. Mais c'est comme lui, ça veut dire j'ai des playlists par projet et j'écris en musique. Et en général, quand une playlist est assez aboutie, c'est le signe que j'ai trouvé l'angle. Oui, c'est ça, donc c'est des playlists de création carrément. Ouais, absolument. Ouais. Au début, je commence avec, je mets un peu les musiques des films qui m'inspirent, ce genre de choses, et puis en fait, au fur et à mesure, ça s'affine. Et d'ailleurs, je le vois, je vois quand j'ai trouvé le ton d'un projet, je peux le voir à la qualité de la playlist qui l'accompagne. Pour démarrer cette émission, j'ai opté pour Voyou. On écoute sa version de Syracuse. Le score sur Radio Nova. Voyou sur Nova avec Syracuse. Normalement, je soumets la musique à l'invité. Noé Debré, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais écouter en travaillant ou pas, d'ailleurs ? Ouais, plutôt. Ouais, ça m'a plu. Avant, j'avais du mal à écouter des trucs en français en travaillant, ça me distrayait, mais là, maintenant, j'ai plus de problème avec ça, je sais pas pourquoi. On parle aujourd'hui du Sens des choses, une série co-créée par Noé Debré, Benjamin Charbit, écrite aussi avec Elsa Manet et Julien Sibony. C'est en ligne à partir d'aujourd'hui. Bande-annonce. Dites-moi. Ça concerne mon fils. Ma grand-mère. Ma sœur aînée. Vous pourriez aller lui parler ? Bien sûr. C'est à propos de votre fils, c'est ça ? Je suis juif. Il est juif. Non mais nous aussi, Marc. Tout ce que je veux, c'est aider les gens. Tu tiens pas tes engagements ? Leur apporter un peu de réconfort. Schlack. Mazel tov. La fille d'André et Rabat. Vous dites comment, vous, la rabbin ou la rabbine ? Ou la femme rabbin ? Ah non, pas la femme. Ça fait bizarre, ça fait homme grenouille. Je croyais qu'on avait réglé le problème. Dieu n'existe pas, la création n'a pas de sens. Non mais va s'y faire, il dramatise un peu. Une femme rabbin, non mais alors là, c'est vraiment... C'est une blague, là. Oui, mais ça va, c'est pas le diable non plus. Léa, 28 ans, décide de devenir rabbin. On la suit au fil des épisodes alors qu'elle est sollicitée pour régler les problèmes quotidiens des membres de sa communauté. Je le disais, la série est très librement inspirée du livre de Delphine Orviller, Vivre avec nos morts. Je ne vais pas te demander comment est-ce que tu t'en es emparé, mais plutôt comment est-ce que tu t'en es éloigné. En fait... donc les producteurs avaient pris les droits du livre et nous ont soumis l'idée de l'adapter. Et c'est Benjamin Charbit qui a tout de suite dit non mais c'est probablement pas une bonne idée parce que donc le film et le livre c'est un chapitre, un enterrement. Ouais. Et Benjamin a fait justement remarquer que
ça allait sans doute faire une série un peu répétitive et peut-être même un peu sinistre. Et par ailleurs, ça a déjà été fait parce que c'est Six Feet Under et c'est très très bien. Et donc c'est lui qui a dit voilà, ce serait intéressant d'essayer d'y réfléchir en 30 minutes et de trouver un ton comédie. Et il est venu me proposer de le faire avec lui. Et voilà, et c'est ça qu'on a raconté au producteur. Et ensuite, la façon dont on l'a fait, c'est que on a invité Delphine à déjeuner plusieurs fois et elle nous a raconté toutes sortes d'anecdotes sur son travail, son quotidien, etc. Et on est parti avec ce matériel, on a un peu réfléchi à des histoires et puis après on retournait la voir régulièrement en disant voilà, on a ça en tête, ce serait ça la situation, comment... Souvent c'était des trucs qu'elle avait plus ou moins déjà vécu en fait, ou alors... quand c'était pas le cas, elle essaie de se projeter en se demandant voilà, qu'est-ce que ça raconte, comment elle aborderait les choses. Pour ceux que ça agiterait, ce qui en dit plus long sur eux que sur ce que cette fiction raconte en réalité, c'est pas une série prosélyte, c'est une vraie série sur le doute. Il se joue quelque chose dans chaque épisode de très universel, de type crise existentielle plus que crise de foi. C'était ça aussi la volonté? Ouais, ça c'est quelque chose qu'on a découvert en travaillant en fait. Et je pense que c'était pour le coup déjà le cas avec le bouquin de Delphine qui a rencontré comme ça un grand succès et qui a touché tout le monde. Et ce qui est frappant, en fait, ce dont on s'est aperçu en travaillant, c'est que, en effet, les gens viennent voir un rabbin à un moment où ils traversent une grande crise intime. En général, c'est un moment de passage dans leur vie. Et ces moments de passage, c'est des moments qu'on traverse tous. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu au bout d'un moment dans cette série et dans la possibilité de la faire, c'est que traditionnellement, la télévision et le cinéma ont énormément de mal à traiter de la banalité de nos existences. Ouais. Ça veut dire, voilà, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de séries sur des flics ou sur des voyous, etc. Parce que c'est des univers très dramatiques. Mais la vérité, c'est que nous, on a des vies qui le sont souvent très peu. Et par contre, on vit des événements très forts. Et donc, la série permet de se pencher là-dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que d'avoir un enfant, qu'est-ce que c'est de voir ses parents vieillir, de voir ses enfants grandir, de perdre quelqu'un, etc. Et quel sens on peut trouver à tout ça. Et c'est ça, c'est ça qu'on a compris progressivement en parlant avec Delphine. On a compris que c'était ça, en fait, son métier. Le quotidien des gens, le quotidien de Léa aussi, sa vie amoureuse, ses questionnements à elle. Est-ce que la série peut aussi faire figure d'ode aux gens qui ne sont pas pétris de certitude? Oui, sans doute. Ouais, bien sûr. Enfin, c'est marrant parce que, dans quelque part, pour nous, ça allait de soi. C'est quelque chose qu'on n'a jamais questionné. Et effectivement, je pense que ça vient probablement déjà de Delphine à la base. Mais ouais, c'est sa chanson préférée, Les gens qui doutent. Et la série, je crois, elle traduit bien, ouais, il me semble. On poursuit la conversation dans un instant. On écoutera aussi Licky Lee et tout ça, ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Nova. Licky Lee sur Nova, I Follow Rivers. Pourquoi cette chanson? Je vous laisse regarder la série pour le découvrir. La série de Noé Debré, Le sens des choses. Je me demandais, est-ce que toi, tu trouves facilement justement le sens des choses ou tu fais partie des gens qui doutent perpétuellement? Pour moi, c'est pas contradictoire. Aussi, moi, j'ai une tendance un peu frénétique à chercher le sens. Mais j'aime bien... en fait, je le fais, mais souvent, à titre expérimental. J'aime bien chercher le sens un peu pour le plaisir de la conversation. Et j'ai rarement le sentiment de l'avoir vraiment trouvé. Je sais pas, c'est un peu abstrait dit comme ça, mais j'adore les théories, quoi. J'adore les théories, j'adore lire les livres d'auteurs qui ont trouvé la solution à tout. Les gens comme Georges Bataille ou René Girard, ou qui ont un peu un ouvre-boîte universel. Alors ils disent, voilà, l'histoire du monde, c'est ça, etc. Et ça, j'adore. Et ils sont tous contradictoires, mais j'aime bien ouais, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, quoi. Tu le disais, le rite est au centre du dispositif de la série, mais les réponses que cherchent les différents protagonistes qui viennent consulter Léa ne sont jamais assénées de manière docte. L'héroïne elle-même, quoique détentrice du savoir, doute constamment. C'est de la dentelle en écriture. Maintenir cette forme de délicatesse sur 8 épisodes, la question est sans doute idiote, mais vraiment, moi, j'ai été très admirative de ça. Est-ce que c'est une épreuve? Si je dis que non, ça va sembler prétentieux, mais je dois avouer que... Ça peut être une manière de penser. Ouais, moi, pour être tout à fait franc, c'est un peu une pente naturelle.
Pardon, je me perds un peu dans la réponse, mais j'ai eu le sentiment de raconter quelque chose de très familier, en fait. Ouais. Et donc, les gens arrivent avec des problèmes qui, par ailleurs, nous sont tous très familiers. Et je trouve ça beaucoup moins laborieux que d'essayer de fabriquer des représentations dramatiques ou renouveler des choses comme ça, voilà. Donc non, en fait, c'est bizarrement, il y avait un sentiment d'évidence en écrivant la série. Un mot du casting, il y a d'abord la famille, un père psychanalyste, athée, Eric Elmosnino, un frère, Solal Bouloudnine, alors pas du tout lui en quête de sens, et dans le rôle de Léa, jeune femme rabbin, Elsa Gage, absolument formidable. Une famille dysfonctionnelle, ce qui est la moindre des choses. La famille, est-ce que c'est toujours un microcosme qui en dit long sur le reste du monde ? Celle-là en particulier. Ouais, alors pareil, on y est arrivé de façon très spontanée. On s'est rendu compte même progressivement. C'est vraiment une série qu'on a écrite de façon un peu littéraire. Ça veut dire qu'on voulait pas tout programmer à l'avance. On n'avait pas envie d'aligner des post-it sur un mur et de se dire voilà ce qui va se passer au milieu de la saison, voilà ce qui se passe à la fin, et puis comment on y arrive, etc. Parce qu'on voulait éviter d'être mécanique. On voulait aussi essayer de suivre les personnages vraiment de façon très intime. Et donc, ce processus fait qu'on comprend progressivement en fait, ce qu'est la série en l'écrivant. Et quelque chose qui nous a beaucoup frappé, c'est à quel point, en fait, au final, tous les épisodes, sans qu'on les prévus, parlent des générations. Parlent du rapport entre les générations. Et je n'ai pas de réponse là-dessus. Je ne sais pas pourquoi c'est le cas, en fait. Je t'ai beaucoup entendu insister sur ton plaisir de voir les actrices, les acteurs jouer. Est-ce que quand tu écris, quand tu es purement scénariste, est-ce que tu écris plutôt pour les comédiens ou pour les réalisateurs ? J'écris... alors, au cinéma, j'écris toujours j'essaye d'écrire toujours en dialogue avec des réalisateurs ou des réalisatrices pour essayer pour que le scénario soit véritablement un projet de cinéma. Et puis, parce qu'en réalité aussi, c'est un peu comme ça que ça aboutit à quelque chose de bien en général. Mais par ailleurs, j'aime bien me projeter dans des acteurs ou des actrices. D'ailleurs, j'ai même une liste comme ça d'acteurs et d'actrices que je trouve inspirants. Et il y en a qui sont morts. Enfin, c'est pas forcément parce que les rôles leur sont destinés, mais c'est juste de les écouter. Ça m'aide à écrire, quoi. Et voilà, il y a des gens à qui je reviens tout le temps. Alors, souvent, j'écris la version américaine des films, des projets, par exemple. En même temps, ça me permet de me distancier un peu. Mais Andy Samberg. Andy Samberg, je m'en suis beaucoup servi. Je me sers souvent de Zach Galifianakis, qui, pareil, est un clown tellement singulier. Chez les femmes, je sais pas, Reese Witherspoon, c'est quelqu'un que je trouve inspirant, qui arrive comme ça avec un rythme, une détermination. En fait, c'est un emploi. C'est les acteurs qui arrivent avec un emploi. Et ça m'aide. Et puis parfois, je glisse de l'un à l'autre et je me dis, ah tiens, non, mais en fait, si c'était... que sais-je, Joaquin Phoenix, ou si c'était quelqu'un d'autre, en fait. Ça change toute la physionomie de tout un film. Exactement. Joaquin Phoenix. Et non, mais du coup, surtout, ça revisite les scènes. Et donc, j'aime bien, comme ça, je me fais la version américaine du film, je me fais la version italienne du film, et je me projette des acteurs. Parfois, j'essaie même de faire la version japonaise. Ça marche en général quand même vachement moins bien. Mais ça ouvre l'imagination, et puis moi, je trouve les acteurs inspirants. Parmi les autres membres du casting, le président de la communauté incarné par Manu Payette, Arié, le rabbin traditionnaliste Lionel Drey, aussi Noémie Miliowski, Anouk Grimberg, Michael Zindel, pour qui j'ai développé une véritable passion grâce à toi. Tu parles de troupe quand tu parles de tes comédiennes, tes comédiens. C'est ton mode de fonctionnement ? C'est ce que j'espère réussir à fabriquer. C'est ce qu'on avait vraiment réussi à fabriquer sur Parlement. Enfin, c'est la leçon que j'ai appris en faisant Parlement. Alors après, moi, j'ai une fascination pour le théâtre, pour l'écriture collective au théâtre, pour ce qui se fait beaucoup dans le théâtre public, etc. Qui est en général, ça me plaît beaucoup et ça, je trouve ça remarquable. Et du coup, j'essaye comme ça parfois d'essayer de reproduire ça. Donc, en effet, ça marche avec cette idée de troupe, ça marche avec... En fait, c'est aussi... Moi, je suis convaincu que, et notamment sur une série comédie, les gens vont voir le plaisir qu'on a eu à la faire. Ouais. Ça, je pense que ça se sent, en fait. Parlement, c'est une série qu'on avait un plaisir immense à fabriquer, à faire, quoi. On était vraiment heureux d'être là tous les jours au plateau. Et puis, la personnalité de Xavier y est pour beaucoup.
Et je pense qu'on le ressent quand on la voit. On voit les gens s'amuser, en fait. Et ça, cette complicité, et là, je trouve que dans le sens des choses, c'est pareil. On voit le plaisir que Solal et Elsa ont à jouer ensemble. Ouais. On le ressent dans les scènes, en fait. Et ça ne se... Enfin, c'est un peu... Je sais pas, peut-être un peu bidon, mais je pense que ça ne se fabrique pas, quoi. Donc j'adore ça, j'adore participer à ça, à fabriquer comme ça des ensembles et à se dire, tiens, qu'est-ce que c'est ce personnage habité par telle personne, mais surtout, qu'est-ce que c'est ces gens-là mis ensemble dans une scène, quoi. Qu'est-ce que ça fabrique, qu'est-ce que ça crée. On continue de parler de séries et de comédies juste après Adriano Celentano. On écoute I Want to Know. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Adriano Celentano, I Want to Know sur Nova, et je demande l'approbation ou non de mon invité Noé Debré. Mais Celentano, oui, non, mais oui, beau, absolument. peut-être. Si. Je te remercie. Bien sûr. Bon. On parle de cette série qui est donc disponible depuis aujourd'hui, Le Sens des choses, que je vous encourage vraiment à regarder. C'est une série qui est extrêmement drôle, même quand il est question de sujets graves. J'ai envie de te dire, et tu vas me dire non, que c'est un peu ta patte, la rupture de ton. Mais je sais que tu n'aimes pas l'idée d'avoir une patte parce que tu multiplies les projets très différents. Est-ce que c'est un art que tu travailles, ce truc de la rupture, ou est-ce que pareil, ça t'est assez naturel ? Non, ouais, c'est très spontané en vérité. Par ailleurs, je pense que c'est très, voilà, c'est aux enterrements qu'on a les plus gros fous rires. Enfin, c'est un lieu commun, mais c'est absolument vrai. Et la série repose beaucoup là-dessus. Et même d'ailleurs, c'est quelque chose dont je me rends compte que c'était déjà présent dans nos entretiens, notre dialogue avec Delphine. Quand elle nous racontait son quotidien de rabbin, il y avait plein de situations très ironiques où elle vivait les choses de façon décalée pas forcément face à des gens en deuil, mais face à des gens qui vivent des moments très intenses de mariage, de trucs. Et ça, cette tension-là, elle amène forcément une comédie. Du soulagement, quoi. Oui, parce qu'elle est sollicitée à la fois pour des choses qui peuvent paraître anodines, voire légères, comme vraiment sur des dossiers beaucoup plus lourds à gérer, en fait. Ouais, et tout le truc, c'est toute la façon dont fonctionne la série et la façon dont elle nous le racontait, c'est qu'en réalité, le problème, il y a toujours quelque chose de sous-jacent, en fait, et c'est jamais ce que les gens expriment spontanément. Et elle, son métier, c'est un peu d'entendre ce qui est en train de se passer, ce qui est en jeu, pour pouvoir aider les gens, etc. Et on a essayé de raconter ça dans la série, qui a quasiment en fait une qualité presque comme un procédural, un peu comme un Columbo, quoi. Oui, c'est ça. Chaque épisode, son intrigue et sa résolution. Ouais, exactement. Mais même quand il est question d'orthodoxie, je trouve que tout le monde se sent concerné, en fait. Je trouve que ça renvoie à quelque chose de très, je ne vais pas dire dans l'air du temps, parce que ce serait vraiment impensif, mais... Non, mais c'est le cas. Je pense qu'il y a un désir d'orthodoxie aujourd'hui qui est très fort et pas que religieux, en fait. On est tous collectivement travaillés par l'idée d'avoir des règles, de pouvoir les suivre, de se retrouver à l'intérieur d'un groupe. On vit un moment, un moment d'orthodoxie. Et donc après voilà, à l'intérieur de la série, c'est traité à l'intérieur du monde juif, mais je pense que ce qu'on entend, en fait, on l'entend partout ailleurs. Je veux pas trop en dire, je sais pas si j'ai le droit. Il y a un épisode à la fois hyper drôle et surréaliste où vous réussissez collectivement à mêler, bien spoiler, et Ross Geller. Je veux pas en dire trop non plus, mais qui est quand même un truc de réussir à faire ça au sein d'un seul épisode. Ouais, pareil. En fait, c'est des choses... donc cette histoire, je raconte, non, l'épisode. Moi, je sais, c'est toi qui décides. Moi, je suis pas très comme ça. C'est toi le showrunner. Ouais, moi, je suis... Non, mais effectivement, c'est inspiré, en fait, Alors, je vais raconter de ce dont c'est inspiré, où Delphine, un jour, quelqu'un lui apporte une table en disant, voilà, cette table, j'en ai hérité, et c'est un bien qui, vraisemblablement, a été spolié à des juifs. Et je sais pas quoi en faire. Et donc, il lui donne cette table. Et nous, elle nous raconte ça, et on a trouvé que c'était une situation... Enfin, c'était vraiment une situation, une métaphore incroyable. Et voilà. Et comment est-ce qu'on en arrive là-dedans, dans un épisode là-dessus, à citer plus ou moins Friends, c'est les joies de l'écriture. Ouais. On poursuit la conversation. Si tu le veux bien, on parlera un peu de Parlement. Si tu me dis non, maintenant, je suis vraiment très ennuyée pour la suite de l'interview. On écoute Mid juste avant avec The Sun. Le score
sur Radio Nova. Mid sur Nova avec The Sun, toujours en compagnie de Noé Debré. Et j'aimerais qu'on parle de la 4e et dernière saison de Parlement, bientôt sur France.tv. Et place au boss de fin du European Game. L'intrigue se déplace vers le Conseil de l'Europe. À chaque saison, son institution. Ouais, le Conseil européen. Parce qu'attention, il y a le Conseil de l'Europe et le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne, et ces trois institutions sont vraiment, n'ont rien à voir. Ce qui prouve vraiment à quel point je maîtrise ce sujet. Non, mais c'est ça le tour de force de la série, pour le coup. Mais ça, c'est une erreur honnête, franchement. Donc on se déplace. On était au Parlement, on est allé un peu à la Commission européenne, et là, on va au Conseil, parce qu'on a décidé d'infliger ça aux spectateurs et de s'y tenir. Et c'était très marrant, parce que ça fait une saison qui, je pense, est vraiment assez différente des précédentes, qui a un tout autre rythme, et on va un peu sur l'Olympe, quoi, là où se réunissent les chefs d'État et là où est censé se concentrer le pouvoir. Est-ce que les enjeux restent les mêmes, à savoir être drôle, très drôle, et je ne vais pas dire didactique, parce que ce n'est pas le but, mais en tout cas lisible, puisque je viens de le prouver, la méconnaissance totale de cette institution peut nous coûter des points de vie, quand même. Ouais, nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est pas tellement d'être pédagogique pour dans le but d'instruire les gens, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est l'exploration. Ouais. Et c'est de raconter ça avec justesse. En fait, c'est juste qu'on est très curieux de ce monde-là. Enfin, moi, personnellement, je suis très curieux de ce monde-là. Et à chaque fois que j'ai poussé une porte, ce que j'ai découvert derrière m'a fasciné. Et donc j'adore, comme ça, prendre le prétexte de la série pour pousser toutes ces portes et essayer d'embarquer les gens avec nous, et après, en ce qui s'agit d'être drôle, il suffit de donner les textes à Xavier, et puis c'est réglé, c'est son problème. Xavier Lacaille, le comédien de Parlement, qui est donc passé par ce studio, l'occasion de lui demander s'il était devenu expert S-Europe. Voici sa réponse circonstanciée. Je suis devenu un expert S-Europe, tout à fait. Non, mais oui, c'est vrai que à la fois Noé Debré et puis deux des auteurs, Maxime Caligaro et Pierre Dora, qui sont eurocrates, comme on dit, et c'est-à-dire qu'ils travaillent dans les institutions européennes, donc c'est ils s'y connaissent très très bien, et j'ai eu l'occasion, ça fait un moment qu'on se connaît, maintenant on a roulé notre boss dans le Parlement, mais au début, j'y connaissais pas, j'étais pas aussi calé, et je leur posais beaucoup de questions, et Noé lui-même est devenu un crack, comme on dit. Non pas qu'il prend du crack, même s'il prend aussi du crack, mais c'est devenu un crack. Quelque chose à ajouter, Noé Debré? Voilà, je vous laisse. C'est très embarrassant comme ça, de livrer mes addictions à tout le monde. J'étais pas au courant. Si, je crois que j'avais en plus écouté, j'avais beaucoup ri. J'écoute dans la rue, donc je rigole toute seule dans la rue, ce qui fait vraiment mec qui prend du crack. C'est le but. Voilà, tout se recoupe. Est-ce qu'il y a déjà une petite nostalgie à l'idée de quitter définitivement cet environnement? Ouais, complètement. Même, je dirais que la 4e saison, en fait, on avait plus ou moins, comme ça, l'idée flottait plus ou moins que la 3e saison serait la dernière. Et en fait, je me souviens très bien de prendre un verre soir du tournage avec Jérémy Saint, un des réalisateurs de Parlement, qui est là depuis le tout début, et d'en discuter, d'avoir vraiment un sentiment de paradis perdu, quoi. Ouais. De se dire, oh là là, c'est tellement agréable, c'est tellement singulier. On nous fout la paix, on fait un peu ce qu'on veut, on adore les comédiens, enfin tout se passe super bien. Et en fait, suite à ça, j'ai appelé les deux copains dont parle Xavier, Pierre et Maxime, en disant trouvons une idée et pitchons une saison 4. On n'a pas envie, quoi, on n'a pas envie que ça s'arrête. Et donc on a fait cette saison 4 et ouais, je pense que là on va la montrer à Lille. On l'a montrée à Lille hier, ouais. Et c'est très émouvant, quoi, pour nous. Moi, ce que j'aime dans cette série, je dois dire, c'est qu'elle joue sur plusieurs genres de séries que j'aime particulièrement. La série politique, certes, traitée sous l'angle de la comédie, mais aussi les comédies de coulisses. Je ne sais pas si le terme est très explicite, mais qui permettent d'infiltrer des endroits dans lesquels on ne va pas, en fait. C'est ce qui la rend extrêmement... Genre 30 Rock, genre de truc? Platane, Extras... Ouais, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Mais il y a aussi, même de manière générale, la comédie de bureau dans Parlement. Ouais, aussi. C'est beaucoup ça, quoi. Ces trucs entre collègues, etc. Et en fait, c'est marrant parce que sur la première saison, on avait un co-auteur britannique qui est très fort. Et puis, en plus, vu qu'il est britannique, eux, ils ont une tradition comme ça de fabriquer de la comédie. Il y avait The Loop, c'est ça, hein, ouais, ils faisaient surtout The Thick of It. Oui, et puis, ils ont une tradition Yes Minister, etc. Donc, ils font beaucoup ça. Et même, ils font beaucoup de comédie 30 minutes, un truc qui était pas trop à la mode, en fait, à l'époque en France. Et lui m'avait parlé, du coup, ça fait mais il m'avait parlé du créateur de Community.
Ouais. Et il l'avait entendu une fois parler à une conférence qui disait qu'il s'était fixé comme règle que si pendant les 2 premières saisons de Community, il était obligé de nous faire sortir de l'université, du décor de l'université, c'est qu'il avait mal fait son travail. Et il y a quelque chose là-dedans, dans cette règle, qui est très puissante sur ce qu'est une série, et à laquelle on s'est tenu. Ça veut dire, on s'est dit, OK, on ne sort pas du Parlement. Après, c'est facile de pas sortir du Parlement, parce que le Parlement, c'est comme une petite ville. Il y a les restaurants, il y a les trucs, il y a plein de choses à filmer. Et puis... mais la série, c'est ça. La série, c'est retrouver des... en fait, c'est rentrer à la maison. C'est pour ça qu'on aime. On croit toujours que la sitcom, par exemple, vous regardez Friends et vous dites, c'est pauvre, il y a 5 décors. Mais en fait, c'est parce qu'il y a 5 décors qu'on a un attachement émotionnel tel à ce monde. Ouais. En fait. Et on regarde ça et on est à la maison. Et c'est ça qu'on a essayé de faire avec Parlement, dans un lieu qui paradoxalement en fait paraît très éloigné. En fait, j'espère que quand on le regarde, si la série nous plaît, quand on y retourne en saison 3, en saison 4, en fait, on arrive dans des décors qui sont les nôtres. On poursuit la conversation, on parle de cinéma dans un instant, ce sera juste après la pub. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Toujours en compagnie de Noé Debré, et sorti en janvier 2024 et désormais dispo sur MyCanal, Le Dernier des Juifs, ton premier long métrage en tant que réalisateur. L'histoire de Belisha, un drôle d'oiseau incarné par Michael Zindel, en Tanguy de 27 ans, qui vit toujours chez maman, Agnès Jaoui, à qui il ment effrontément pour maintenir son petit train-train dans un quartier en pleine mutation. C'est un film que tu as écrit, que tu as dialogué. Qu'est-ce qui a motivé cette envie de passer derrière la caméra ? C'est un film que j'adore, j'avais envie qu'on en parle, voilà, je le dis. Non, avec plaisir, avec joie. Qu'est-ce qui l'a motivé ? En fait, j'avais tourné des courts-métrages, j'avais fait 3 courts-métrages, et puis j'avais réalisé quelques épisodes de Parlement aussi. Mais là, en l'occurrence, ce qui a inspiré le film, c'est vraiment Michael. On revient à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire moi j'aime bien être inspiré par les comédiens, et j'ai découvert Michael en casting pour mon 2e court-métrage, et il est dedans du coup, mais il a un rôle secondaire dedans. Puis dans le 3e court-métrage, il a aussi un rôle secondaire, et en fait, je m'étais dit qu'inévitablement, il allait falloir que j'écrive un film pour Michael, parce qu'il a une présence au monde qui est tellement touchante et drôle qu'il mérite ce film, quoi. Enfin, il méritait un film, en tout cas, et sans doute plusieurs. Et voilà, et en fait, un jour, j'ai vu un court-métrage allemand, figure-toi, qui raconte l'histoire bref, c'est un truc sur un juif russe qui vit en Allemagne, et puis j'ai vu, comme ça, il y a une image de ce type qui traverse une cité. Et ça m'a frappé, et je me suis dit, tiens, c'est dingue, il n'y a pas eu de film sur ça, sur la question des Juifs dans les quartiers populaires depuis 20 ans, ce qui s'y passe, etc. Puis un peu immédiatement, j'ai eu un mouvement de recul, parce que je trouvais le sujet trop contentieux, et puis je ne savais pas comment le traiter, etc. J'avais peur d'un truc un peu obscène. Et là, j'ai pensé à Michael, et je me suis dit, ça y est, c'est ça le film avec Michael, en fait. C'est un film chaplinien, là-dessus. Ouais. Mais c'est vrai que tu as raison, tu as l'impression qu'en fait, rien ne peut être obscène avec lui. C'est-à-dire que le personnage est tellement sur un fil et tellement lunaire tout en étant très présent. C'est ça, il y a quelque chose de, pour le coup, il y a quelque chose de Chaplin, ça veut dire, t'as l'impression qu'il peut se prendre tous les coups possibles dans la gueule, en fait, rien ne l'atteindra jamais dans sa dignité. Et c'est vraiment ça, Chaplin. C'est vraiment, il se prend des coups et puis en fait il rebondit et puis ça, et paradoxalement on s'en fait pas pour lui. Agnès Jaoui, c'était un choix tout aussi évident. Enfin, je veux dire, dans ton imaginaire ciné, elle représentait quoi ? En fait, je me souviens très bien, on a déjeuné avec le producteur et la directrice de casting, Judith Chalier, qui a d'ailleurs aussi fait Le Sens des choses, et qui est très forte. Et voilà, on se dit, qui va jouer la mère ? Et puis, au bout de 3 minutes, le nom d'Agnès Jaoui sort, et puis c'était comme une évidence, on lui a envoyé, elle a dit oui. Et Agnès... d'abord, on pense immédiatement à ses propres films en fait, qui sont vraiment remarquables et puis importants. Et c'est marrant d'ailleurs parce que moi, c'est par hasard, j'avais revu mais vraiment par hasard parce que s'il était sur la Cinétech en fait, j'avais revu le Goût des autres. Et ça m'a ramené à. Et puis je pense qu'en plus, elle et moi, au moment où je préparais le Dernier des Juifs, j'étais retourné chez Woody Allen pour essayer de comprendre la mise en scène de Woody Allen, en fait, ce qui fait tellement singulier, parce qu'on associe toujours Woody Allen à ce truc, à lui, son personnage, et puis au jeu, au comique de mots, mais c'est un très grand metteur en scène, et notamment en termes de rythme, etc. Et je pense que Agnès a beaucoup ça aussi, ça veut dire, en fait, c'est une mise en scène très ambitieuse, sans en avoir forcément l'air, enfin, en tout cas, sans se présenter comme tel. Et voilà. Et donc, voilà. Non, mais ça a été une collaboration très heureuse.
Le film a une tonalité très particulière entre zinzinerie hilarante et mélancolie. C'est un genre assez inclassable. Dans une DVD tech, tu le rangerais dans quel coin ? Moi, j'espérais faire un film italien. Ouais. C'était vraiment mon aspiration, c'était faire un film, je sais pas, quelque part comme aurait pu faire Ettore Scola. Alors c'est toujours un peu bizarre Ettore Scola parce qu'il a fait que des films très différents les uns des autres. Mais je le voyais à cet endroit-là, le film. C'est-à-dire que c'est des films qui peuvent être à la fois, ce que j'adore dans le cinéma italien de cette époque, c'est que c'est des films qui peuvent être à la fois extrêmement cruels avec leurs personnages et en même temps très touchants, en fait. Et les deux ne sont pas contradictoires. Alors qu'il y a une petite tendance aujourd'hui à se dire « Ah non, mais il faut que les personnages soient aimables dans le sens où il faut qu'ils soient un peu bouleversants d'humanité pour qu'on soit ému. » Et chez les Italiens, non. Ils peuvent être extrêmement mesquins, menteurs. Et en fait, on les aime pour leurs défauts. Et voilà, ça, je trouve ça très touchant, très drôle. Enfin, ça me parle, quoi. Noé Debré, il te reste 2 épreuves à passer, le terrible questionnaire musical et le choix de la playlist. Mais tout ça, ce sera juste après Tudor Cinema Club, What You Know. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fucking hell. Tudor Cinema Club, dernier titre choisi par mes soins, What You Know, pour Noé Debré, avant de découvrir ta playlist dans quelques instants. Est-ce que Tudor Cinema Club, ça marche toujours ou... Ouais, j'ai l'impression. C'est un petit mouet. Mais si. Ok. Non, si, c'est un oui déterminé. Franc et massif. C'est le moment que redoutent les invités. Donc c'est le moment que je kiffe, forcément, car il y a un très mauvais esprit. Une rafale de questions sur la musique. La règle est très simple, pas de réflexion pour toi. L'impossibilité pour moi de te faire commenter ou justifier tes réponses. Est-ce que tu es prêt ? Ouais. Mais je suis vraiment quelqu'un de absolument pas spontané, donc ça va être très pénible pour tout le monde. C'est parti ! Quel est le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la tienne ? Cat Stevens. Where do the children play ? Le titre qui symbolise le mieux l'adolescence ? Le temps de l'amour. Ok. De Françoise Hardy. Ouais. Ton hit de karaoké. Ça sent la douleur, ça. Ouais, je fais très peu de karaoké. Ou de douche, éventuellement. I Will Survive de Cake, la version de Cake. Très bien. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists. Là, pour un film, j'écoutais pas mal de Shy. Ah ouais ? Ouais. Très bien. Bah ouais, de son premier album. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse. Qu'est-ce qui me... alors on danse, Stromae. Et le titre qui t'en fait immédiatement sortir ? Vous êtes dur avec moi. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce qui me fait sortir d'une piste de danse Ça peut être parce que tu ne maîtrises pas la danse en question. Hein. On n'est pas, pas de jugement. C'est pas forcément parce que c'est un titre que tu détestes, mais c'est vraiment mieux si c'est un titre que tu détestes. Je suis en train de m'effondrer. Je m'effondre dans l'exercice, c'est horrible. Je t'accorde un joker. Ok. Tu veux l'utiliser là ? Je le prends. Ok. Ta chanson de comédie musicale préférée ? J'ai adoré la chanson dans Emilia Pérez. El Mal ? Non, moi c'est Papa, que je trouvais très émouvante. Moi j'ai envie de pleurer. Ouais. Le titre que tu as le plus écouté ces derniers jours ? Alors là, il faut que je réfléchisse à ce sur quoi je travaille en ce moment. C'est Nefertiti de France Gall. Ah ouais. Ouais. Très bien. Et le titre dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête, mais dans la catégorie pénible ? Ah, ça c'est très marrant. C'est Mozart l'opéra rock. Que c'était une blague entre copains qu'on avait à une époque de se la mettre dans la tête. Alors laquelle ? Avec mes colocs. Je sais, il y en a plusieurs. Forcément, il y en a plusieurs. La Symphonie. Ouais, celle qui était très connue, quoi. Moi, c'est ma préf, mais après, c'était devenu une vanne, quoi. Je sais même pas si c'est Mozart, si c'est dans Mozart l'opéra rock. C'était devenu une vanne entre nous de se mettre cette chanson dans la tête. C'était épouvantable. Il y a pas les Rois du Monde aussi dedans ? Non, ça c'est dans Roméo et Juliette. Ouais, pardon, je confonds les deux. Vraiment, l'absence de précision totale. Épreuve remplie. Je dois le dire. Donc, je rappelle que Le Sens des choses, une série co-créée avec Benjamin Charbit, réalisée par Keren Ben Raphaël, c'est sur Max dès aujourd'hui. Je vous engage vraiment tous à aller regarder ces 8 épisodes. J'ai failli faire une liaison très dangereuse. Je me suis retenue au dernier moment. Vraiment, c'est remarquable, je le redis, en la présence de Noé Debré. On passe maintenant à ta playlist. Car c'est toi qui as choisi les titres qu'on va écouter dans la demi-heure qui vient. Pour démarrer, tu as opté pour Jamie XX avec I Know There's Gonna Be Good Times. Voilà, ça c'est vraiment une chanson qui lance sur la piste de danse. Allez. Le score sur Radio Nova. The Streets, Fit But You Know It, pour clore le score dédié à Noé Debré. Merci 1000 fois d'être passé par ce studio. Non, mais merci à vous. Non, c'est un plaisir, j'insiste. Et il est 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club.
Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.